était l'ancien directeur de Médecins sans frontières entre 1982 et 1994. Également, il était professeur associé à l'Institut d'études politiques de Paris entre 1994 et 2016. Il est lauréat du prix de la Fondation Henri Dunant en 1997 et il est directeur de recherche à la Fondation Médecins sans frontières et participe également aux travaux du CRASH, qui est le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Et également, il est chroniqueur et il est l'auteur de plusieurs articles concernant le monde de l'action humanitaire autour du monde. Docteur Ronnie Broman, ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci. Alors tout d'abord, vous avez une très grande expérience fructueuse dans ce monde de l'humanitaire. L'action humanitaire aujourd'hui, bien sûr, il y a des défis, il y a des difficultés et il y a une transformation en ce qui concerne l'action elle-même. Comment pouvez-vous nous expliquer la situation actuelle ou comment vous estimez la situation actuelle de l'action humanitaire et les défis qu'elle affronte ? Je crois qu'il n'est pas possible de caractériser l'action humanitaire dans son ensemble parce qu'il y a de très grandes variations d'une région à l'autre. C'est le continent africain, par exemple, qui est le lieu où se déploie le maximum de l'aide humanitaire dans le monde, mais à l'intérieur de cet ensemble territorial très vaste, il y a de grandes différences. Par exemple, dans le nord-est de l'Afrique, certaines parties du Soudan, la Somalie, certaines parties du Mali aussi, du côté nord-ouest, on peut avoir des problèmes de sécurité liés à la présence de groupes islamistes. Médecins sans frontières a eu à plusieurs reprises des ennuis avec certains de ces groupes, et d'ailleurs avec d'autres groupes, nous avons coopéré, non pas pour soutenir qui que ce soit, mais parce qu'ils étaient, par exemple dans le nord du Mali, ils étaient l'autorité de fait et nous travaillions avec eux. Ils étaient contents de nous voir apporter des soins à la population. À d'autres endroits, c'est tout à fait impossible. C'est devenu trop dangereux, par exemple en Syrie. Donc, selon l'endroit où on regarde, on va trouver dans certains pays une action humanitaire très ample, très populaire, très importante en volume, et à d'autres endroits, malheureusement, l'aide humanitaire qui serait nécessaire ne peut pas parvenir. Simplement, peut-être pour conclure cette partie-là, je dirais que par rapport à l'époque où j'ai commencé l'humanitaire, c'est-à-dire dans les années 70, cette forme d'action a connu un essor énorme. Elle s'est développée de manière continue depuis les années 80 et elle fait aujourd'hui partie, disons, de l'environnement presque ordinaire. Si j'étais venu ici dans les années 70, il y a peu de chances que vous m'auriez interviewé parce que l'humanitaire, on ne savait pas trop ce que c'était un petit peu à la marge. Aujourd'hui, bon, j'ai 40 ans de plus et j'ai fait mon chemin dans l'humanitaire, bien sûr, mais il est beaucoup plus naturel de demander à un responsable d'organisation humanitaire son avis sur telle ou telle chose, parce que l'humanitaire a en quelque sorte droit de cité sur la scène publique. Et ça, je crois que c'est une des grandes transformations qui va avec une certaine professionnalisation, avec l'augmentation des budgets, avec un dialogue avec les États et les Nations Unies qui s'est développé tout au long de ces 2 dernières décennies. Donc l'action humanitaire, d'une certaine manière, elle va plutôt bien. C'est pas forcément un bon signe pour le monde. Je ne dis pas que c'est positif en soi, mais à l'intérieur de ce monde-là, les choses se passent quand même plutôt bien. Oui, mais est-ce que l'action humanitaire aujourd'hui affronte des difficultés en ce qui concerne la formation de personnel qui travaille dans ce domaine, peut-être également le financement, puisque jusqu'à maintenant ce sont des organisations non gouvernementales qui ont vraiment le lead dans ce domaine. Oui, il y a les Nations Unies, il y a d'autres organisations universelles, mais ça reste également le travail du bénévolat dans ce monde. Enfin, bénévolat, je ne dirais pas. Bénévolat, ça veut dire qu'on travaille un nombre d'heures important sans être rémunéré.
Or, la plupart des travailleurs humanitaires sont rémunérés. Oui, aujourd'hui c'est différent. Ce n'était pas le cas avant, je crois. Quand Non, vous c'est avez ça. commencé, ça commençait également Voilà, comme ça? moi j'ai commencé comme bénévole, et peu à peu, j'ai été rémunéré. Il faut dire pour les gens qui nous regardent que dans l'ensemble, ces rémunérations sont modestes. On ne fait pas une carrière financière dans l'humanitaire, mais on peut gagner de quoi vivre. Donc il y a une sorte d'adéquation, je crois, entre les rémunérations, c'est-à-dire les besoins de se nourrir, de nourrir une famille, et puis le travail réalisé. Ça, je pense que c'est important, parce que sinon, vous avez seulement des gens qui sont totalement marginaux, ou qui sont riches, qui viennent d'une famille opulente, et qui peuvent se dispenser d'avoir un revenu. Donc, pour pouvoir recruter des volontaires dans l'ensemble des couches sociales, il était important qu'on puisse les rémunérer. Alors pour ce qui concerne la formation, on constate un peu dans la ligne de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire l'essor et la professionnalisation de l'humanitaire au cours, disons, des 30 dernières années, on constate une multiplication des lieux de formation essentiellement dans des universités publiques et privées, et il y a maintenant des masters ou des diplômes de coopération internationale, de logistique, d'assistance humanitaire, d'analyse de contexte pour la visée humanitaire, de développement également. Et tous ces masters préparent à des carrières qui mènent les gens dans des ONG, bien sûr, mais aussi dans des organisations internationales, dans la diplomatie nationale, dans le journalisme. Donc il y a toute une série de professions qui sont un peu, latérales, qui sont dans le même environnement que l'aide humanitaire directe, qui profitent également de ces formations spécifiques. Vous avez déjà évoqué la situation actuelle en Syrie, alors je voudrais bien parler un peu de la situation humanitaire en Syrie. Comment voyez-vous la situation actuelle, surtout sur ce niveau humanitaire, et comment peut-on améliorer les conditions de vie pour non seulement les déplacés, mais également ceux qui souffrent sur le terrain? Depuis ma position d'acteur humanitaire, je n'ai pas de perspective privilégiée pour trouver un règlement. Ce que je peux constater, c'est que depuis 2 ans, nous ne pouvons plus rentrer en Syrie. Auparavant, nous étions certes bloqués du côté gouvernemental, parce que pour des raisons qui lui appartiennent et que je ne connais pas, le régime syrien ne voulait pas accepter de Médecins sans frontières dans les zones qu'il contrôle. En revanche, du côté de l'opposition rebelle, nous étions acceptés. Donc nous avons eu pendant 2 années des équipes médicales et chirurgicales qui se sont déployées dans les zones rebelles au nord de la Syrie. Mais nous avons eu une affaire d'otages. 5 d'entre nous ont été capturés par un groupe non identifié et qui ensuite a transféré ces otages à l'État islamique. Et dans ces conditions, ces gens ont été libérés 4 mois plus tard. Pendant ces 4 mois, la vie a été très très difficile. Et dans ces conditions, nous ne pouvions pas continuer parce que c'était trop dangereux. Manifestement, personne n'était en mesure d'assurer notre sécurité. L'État islamique avait donné des garanties à MSF selon lesquelles nous serions protégés, nous bénéficierions d'une immunité et de conditions de sécurité acceptables. Mais manifestement, ces promesses n'ont pas pu être tenues, ou l'État islamique n'a pas voulu les tenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces conditions, maintenant, nous empêchent de travailler. Donc nous ne pouvons agir qu'à l'aveuglette. Et comme d'autres, nous envoyons du matériel, des médicaments pour aider nos collègues médecins syriens qui ont fait un travail extraordinaire. Ce sont eux qui ont fait tout de même l'essentiel du travail médical. Nous avons aidé un petit peu, mais ce sont les médecins syriens qui ont fait vraiment 99% du travail. Nous aidons un peu à la marge. Sur le plan, disons, de la vie quotidienne, la situation est désastreuse, je crois que tout le monde la connaît. Des millions de déplacés internes,
des millions de réfugiés, c'est-à-dire des gens qui sont partis, qui ont fui le pays, qui sont en Turquie, en Jordanie, au Liban, certains qui essayent de gagner l'Europe, et pour le reste, des zones où on a faim, où on est blessé, on ne peut pas se soigner, on vit dans des décombres avec un temps épouvantable, il fait très froid. Donc la situation est absolument désastreuse. Et on peut imaginer que seule la paix, c'est-à-dire l'ouverture du pays, la possibilité de trouver des capitaux pour reconstruire, pour réhabiliter tout ce qui a été abîmé, seule la paix permettra de retrouver une vie quotidienne normale. Et il faudra encore beaucoup de temps. Mais comment on réalise la paix en Syrie, ça n'est pas à moi qu'il faut le demander, je n'en sais rien. Justement, je voudrais également parler des camps de réfugiés, parce que normalement, ces déplacés peuvent quitter la Syrie pour aller de l'autre côté de la frontière en Turquie. Vous avez eu des contacts avec les réfugiés dans ces camps? Oui, oui, bien sûr. Oui, vous êtes sur le terrain, alors ça c'est vraiment... Ça nous attriste de voir cette population qui avait vraiment une vie normale, qui avait vraiment tout ce qu'il fallait pour bien vivre, se transforme en réfugiés actuellement. Comment sont les camps de ces réfugiés, puisque vous étiez sur le terrain? Je n'y étais pas personnellement, enfin, mais ça oui, frontières. L'organisation l'était, oui. La plupart des gens vivent abrités par des familles, soit qu'ils ont de la famille et qu'ils trouvent donc l'hospitalité au sein de leur famille, soit qu'ils sont abrités par des gens à qui ils payent une redevance, un loyer, pour pouvoir bénéficier d'un toit. Seule une petite partie vit dans des camps, ceux en fait qui n'ont pas réussi à trouver une solution alternative. Et là, il faut dire qu'en Turquie en particulier, c'est le cas un petit peu au Liban d'ailleurs, c'est à peu près la même répartition au Liban. Il faut dire qu'en Turquie, en dépit d'un certain durcissement, et même d'un durcissement très fort par certains aspects des pratiques du régime du gouvernement turc, l'accueil qui a été réservé aux réfugiés syriens est tout de même assez exemplaire. Ils sont là en très grand nombre, hein, près de 3 millions. Parmi eux, il y avait de nombreux blessés qui ont passé la frontière. Tous ont pu être opérés dans de bonnes conditions en Turquie. Avec les médecins syriens, d'ailleurs, ce sont les médecins turcs qui ont réalisé le plus d'opérations chirurgicales au bénéfice des blessés syriens. C'est quelque chose qu'il faut souligner parce que ça n'est pas suffisamment dit. Vous savez, les pays occidentaux croient toujours qu'ils sont les seuls à délivrer de l'aide, à faire preuve d'hospitalité et de bienveillance. Non, les pays régionaux le font également. Et donc, leur situation, certes, n'est pas enviable. Être un réfugié, c'est toujours être dans une espèce de chute. On était dans une position relativement agréable, vivable, et puis d'un seul coup, on devient presque personne. On perd tout ce qu'on avait, son environnement, ses liens familiaux, ses liens sociaux, son travail, et on dépend de la bonne volonté des autres. C'est une situation qui est terrible, mais tout de même, grâce à l'hospitalité en Turquie et au Liban, les conditions, disons, restent à peu près décentes. En Jordanie, où les réfugiés sont cantonnés dans un espace extrêmement contrôlé, extrêmement fermé, avec certes des conditions de vie décentes, mais aucun environnement, ils vivent dans le désert. Là, la situation est beaucoup plus difficile. Oui, un autre dossier vraiment épineux dans la région, c'est la situation actuelle en Libye. Mais on trouve que ce dossier n'est pas vraiment médiatisé comme celui de la Syrie ou de l'Irak. Quel est le cas ou la situation actuelle pour le niveau humanitaire en Libye? Est-ce que les organisations et les associations travaillant dans ce domaine sont au niveau de savoir un peu la situation, comment elle est en Libye? Non, pas vraiment. Enfin, il est très difficile d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe en Libye parce que le pays est fragmenté et que l'information circule mal. Ce que je peux dire tout de même, c'est que s'il y a en effet une situation de chaos
qui prévaut en Libye, avec une division du pays en plusieurs régions qui communiquent peu, s'il y a de l'insécurité plus à certains endroits qu'à d'autres, ça ne se compare pas à ce qui se passe en Syrie tout de même. Le niveau de violence est beaucoup moindre. Il y a une tradition de négociation en Libye qui fait que les groupes armés, les pouvoirs locaux gardent des contacts, discutent entre eux, et les affrontements ne sont pas si fréquents que cela. Là où la situation est terrible en Libye, c'est pour les migrants d'Afrique subsaharienne, qui sont en but à des persécutions, à du racket, qui vivent une situation terrible dans le moment de transit qu'ils connaissent en Libye entre leur pays d'origine et puis leur destination finale, qui est l'Europe. Là, les conditions sont extrêmement dures, et c'est en particulier vers eux que nous essayons de diriger notre aide, mais sans grand succès, parce que les autorités libyennes locales ne nous facilitent pas le travail. Justement, moi je voudrais savoir, en travaillant et en ayant vraiment une carrière dans ce domaine, est-ce que vous ne trouvez pas vraiment gênant des fois, si c'est une catastrophe naturelle, alors là on sait avec qui on est, mais sorte de guerre civile ou de conflit armé, vous ne trouvez pas du mal quelquefois à négocier avec des groupes que vous voyez violents ou armés? Bien sûr que c'est pour le bien de la population qui est menacée, mais quand même, ça peut causer un peu de gêne. Oui, en effet, pour un certain nombre de gens, c'est une situation inacceptable. Moi, j'ai serré la main à un certain nombre de criminels dans ma longue vie d'acteur humanitaire. C'est une situation que j'ai acceptée. Je sais qu'il faut pouvoir dîner avec le diable pour accéder à des gens que l'on veut soutenir. Je me suis fait une raison, ça fait maintenant 40 ans que je suis dans cette activité-là, et donc peut-être que je suis trop habitué, peut-être que ça me semble faire partie de la vie ordinaire de façon excessive, mais je comprends tout de même ceux qui refusent d'en passer par là. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils s'investissent, s'ils veulent travailler dans le domaine de la solidarité internationale, il faut qu'ils aillent en dehors des zones de crise, de guerre, parce que là, c'est l'endroit où l'on trouve précisément des gens très durs, parfois très cruels, avec lesquels il faut négocier. Mais dans le monde, il y a diverses formes de solidarité que l'on peut exercer, et on peut trouver tout de même à se rendre utile sur un mode humanitaire pour des gens qui en ont besoin, en étant dans d'autres domaines que celui de la guerre et de la violence. Docteur Rony Brouman, je voudrais bien terminer mon programme avec votre opinion courageuse sur le dossier ou le problème du processus de paix dans la région en ce qui concerne les Israéliens et les Palestiniens, parce que de ce que j'ai lu, vous avez un avis un peu courageux pour un occidental. On n'entend pas trop les voix qui appellent non seulement à la paix, mais qui manifestent vraiment une opposition contre une telle agression du côté israélien qui ne cherche pas à justifier ces agressions. Je voudrais bien savoir, votre avis est basé sur quel élément? Comment vous avez choisi de manifester cette attitude pour ce dossier? Et est-ce que ça vous a causé des problèmes de manifester cette opinion en public? Oui, ça m'a causé quelques problèmes, c'est-à-dire quelques menaces par des groupes sionistes extrémistes qui ne tolèrent pas que des critiques soient adressées à Israël. Mais il ne faut pas exagérer ces menaces. Je n'ai jamais reçu de coups, j'ai reçu des menaces de coups, mais je n'ai jamais reçu de coups, je n'ai jamais été agressé physiquement au point d'être blessé, j'étais un peu bousculé, mais ça a été tout. Donc il ne faut pas s'exagérer la pression. Et quant à ce que vous appelez du courage, il faut tout de même savoir que
une grande majorité des opinions publiques en Europe est favorable à la cause palestinienne. Les dirigeants sont dans l'ensemble, disons, très soucieux de ménager leurs relations avec les Américains et puis de faire attention à l'État israélien à cause du passé européen, le génocide des Juifs, le Troisième Reich, la responsabilité de l'Europe dans à la fois le massacre des Juifs et la création d'Israël. Donc tout cela joue un rôle, effectivement, dans un certain soutien de la part des dirigeants européens vis-à-vis d'Israël. Mais si vous regardez du côté de l'opinion, majoritairement, l'opinion soutient les Palestiniens. Alors moi, j'ai une position peut-être un petit peu particulière, mais pas si particulière que ça quand même, mais un petit peu parce qu'il se trouve que je suis né en Israël, j'appartiens à une famille qui était très sioniste, je suis juif, et donc on est un peu moins habitué à voir des gens d'origine israélienne, juifs en plus, qui expriment des positions critiques vis-à-vis d'Israël. Mais si on est moins habitué, c'est parce que généralement, ces positions ne sont pas très vocales, elles ne sont pas très publiques, mais elles existent. Moi, j'ai de nombreux amis juifs qui soutiennent mes positions, qui ne sont pas du tout choqués. D'autres qui sont au contraire très choqués, qui m'en veulent beaucoup, comme vous le disiez. Alors si j'ai pris ces positions, c'est peut-être justement parce que je viens de là-bas et que je suis un peu plus affecté par ce qui s'y passe, par exemple les souffrances qu'on inflige aux Palestiniens au nom des Juifs d'une certaine manière. Et moi, la première fois que j'ai signé un texte collectif pour protester contre la politique israélienne, ce texte s'appelait « Pas en notre nom ». On était une quarantaine de personnes en France à protester contre les déclarations du président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, qui est presque une ambassade, une deuxième ambassade d'Israël en France, si on veut, qui prétend représenter les Juifs de France et qui déclarait qu'il était inconditionnellement solidaire de la politique israélienne en tant que Juif de France. Et là, vraiment, c'était au début de l'Intifada, c'était en 2000. Et c'est apparu à la presse, c'était le journal Libération qui l'a... C'était dans le journal Le Monde. Le Monde, dans oui. Le journal Le Monde. Et moi, j'étais très heureux de pouvoir signer ce texte parce que j'étais révolté que l'on puisse invoquer ma présence en tant qu'individu, enfin notre présence, pour justifier une répression. Je rappelle que Ehud Barak a fait tirer sur la foule, qu'il y a eu plusieurs dizaines de morts dans une manifestation qui ne présentait pas de danger pour Israël. On a tiré sur des gens désarmés et on venait expliquer que c'était au nom, que nous, on soutenait inconditionnellement ce genre de choses. Donc, et de fil en aiguille, ça ne s'est plus arrêté. J'ai été amené à à continuer, disons, cette position critique. Et maintenant, j'en suis venu à soutenir la campagne de boycott d'Israël, la campagne BDS, qui me semble être un moyen citoyen et un moyen pacifique pour manifester sa solidarité envers les Palestiniens et demander pas seulement la paix, parce que tout le monde est pour la paix de cette manière, demander la justice pour les Palestiniens, c'est-à-dire un règlement dans lequel les droits des Palestiniens soient considérés à équivalence avec les droits des Israéliens juifs. Bon, ça n'est pas pour demain, malheureusement. Docteur Ronnie Broman, à la fin de notre interview, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette occasion et je souhaite que vous pouvez encore suivre votre rêve et votre travail dans ce monde à défendre les bonnes causes justes pour le bien de l'humanité autour du monde. Merci. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était notre interview avec Dr Ronnie Broman, l'ancien directeur de l'association Médecins sans frontières. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur Nile TV International. Au revoir.